Devant le premier poste de garde de la Modelo. La Modelo, c'est la prison principale. Il y en a une autre dans la ville. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cuántos vinimos están? Nous venons d'obtenir l'autorisation de pénétrer avec notre caméra dans cette prison, baptisée Model. Nous avons rendez-vous avec le directeur. Le directeur n'est pas là. Il a oublié notre rendez-vous. Il faut dire qu'à la Modelo, on n'a pas l'habitude de recevoir des journalistes et que l'on a beaucoup d'autres choses à faire. Il est 10h30 et la fusillade qui vient d'éclater ne se produit pas à l'extérieur des murs, mais à l'intérieur de la prison. Salga, hermano, que después nos cogen y quedan. Salga, por favor, salga. Une minute de rafale, puis le silence. Les gardiens nous ont refoulés dans la rue où des familles attendaient l'heure de la visite. ¿Hay algún muerto? No. ¿Está calmado adentro? ¿Cuántos muertos hubo? C'était la 5e fusillade en 6 mois. Elles ont fait entre 40 et 50 morts. Officiellement, on ne donne pas de chiffres. Ce jour-là, il n'y a que 4 morts. Les gardiens n'ont tiré aucun coup de feu. C'était un règlement de compte entre trafiquants de drogue. 1 heure plus tard, les 4 corps sont expédiés à la morgue dans ce camion. La rumeur a déjà franchi les murs de la Modelo. Alfonso Balmes a été exécuté. Alfonso Balmes, un trafiquant de drogue important. Les 3 autres tués sont les 3 tueurs qui venaient d'abattre Alfonso Balmes et qui ont été à leur tour criblés de balles par les gardes du corps du trafiquant. Le lendemain matin, devant la morgue de Bogota, les sœurs, le père et la mère d'Alfonso Balmes. La prison nationale de la Modelo est responsable de la mort de mon fils. Dès la fin des obsèques, je porterai plainte contre l'État. On m'a dit qu'il allait jouer au foot. Une bande armée l'attendait et l'a criblé de balles. Toute la Colombie sait que cette prison est contrôlée par les mafias, c'est-à-dire les trafiquants de drogue, les paramilitaires et la guérilla. Il y a 3 ans, en réalisant un reportage sur les filières de la drogue, nous avions pu pénétrer à l'intérieur de la Modelo pour rencontrer un Français arrêté avec 5 kilos de cocaïne à l'aéroport de Bogota. Il était là depuis 6 mois, mais il n'avait rien oublié du jour de son arrivée. Il y a 4 ou 5 mecs qui sont quasiment jetés sur moi, qui m'ont dit Sig, suis-nous. Ils ont pris mon petit sac, où j'avais mes petites affaires. Ils m'ont emmené, je les ai suivis pour pas perdre mes effets. Je suis arrivé dans une cellule. Et là, on m'a fait tout un laïus. Il y avait 3 ou 4 gars qui t'expliquent. Tu veux dormir dans une cellule ou tu veux dormir par terre, dehors, à la rotonde. Alors ils m'ont dit voilà, t'as l'air bien, t'as du fric, tu dors sur cette planche. La planche, c'est le bas-flanc. Il y a 4 bas-flancs dans la cellule. Il y en a 2 de chaque côté. Et on te dit, j'ai dû payer 5000 francs. Lorsque nous l'avions rencontré, il était toujours sous le choc de ce qu'il avait vécu 15 jours auparavant, une fusillade dans la prison. J'avais jamais vu autant de morts dans ma vie. J'avais jamais rien vu de pareil. Il y a une quinzaine de jours, quand il y a eu cette fusillade qui a duré pendant 4 heures, c'était incroyable, quoi. C'était des fusils d'assaut, des Miradors contre les mitraillettes, des Uzi et des neufs. Ça a duré pendant 4 heures. C'était impressionnant. Vous avez espoir encore? Dans 1 mois et demi, j'ai une possibilité d'avoir une permission. Sans commentaire. C'est la seule chose qui est bien en Colombie, c'est qu'on peut bénéficier de permission de nos autres étrangers. Donc,
No comment. Un mois et demi plus tard, le Français a profité de sa permission pour quitter discrètement la Colombie, la belle pour échapper à l'enfer. C'est à la suite de ce témoignage que nous avons demandé à réaliser un reportage sur la Modelo. 3 ans d'insistance et nous avons fini par obtenir l'accord des autorités et surtout celui des caïds qui décident pour les prisonniers. Harold Cardozo va avoir 20 ans. Il a fait son service militaire dans l'administration pénitentiaire. Il a décidé d'y faire carrière. Il est donc gardien de la prison et suit en même temps des cours à la faculté de droit. Oui, c'est un métier dangereux. Beaucoup de choses peuvent arriver. Des mutineries, des guerres entre détenus. Et puis nous devons être à l'intérieur de la prison, alors que les détenus sont armés et nous pas. Qu'est-ce que vous dites? Les armes sont entrées dans les prisons d'une façon ou d'une autre. Ils ont des armes à feu? Oui, des armes à feu. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est ma matraque. Pourquoi faire? Pour les fouilles, et paraît-il pour nous défendre. Mais ma meilleure arme, c'est Dieu. Dieu et sa matraque, car comme dans toutes les prisons, les gardiens n'ont pas d'armes à feu lorsqu'ils sont au contact des prisonniers. Aujourd'hui, il est affecté au Mirador numéro 1, celui qui domine toute la prison. Harold va y passer la journée. Il n'y a que dans ces miradors que les gardiens peuvent compter sur autre chose que l'aide de Dieu. Quelle protection avez-vous? Mon gilet pare-balles, c'est le seul élément de sécurité et mon armement. Parce que malheureusement, les fenêtres ne sont pas blindées. Mais on travaille avec ce qu'on a. Il devrait y avoir une radio ici pour communiquer avec les autres miradors et avec le PC, pour signaler une anomalie, un mouvement bizarre. Mais on n'a pas de radio parce que l'on manque de matériel. Elles sont sans doute utilisées ailleurs. Il y a un fossé immense entre ce que l'on apprend à l'école et la réalité de cette prison. Pour moi, ça a été un choc de voir que ce que j'avais appris à l'école, commander les détenus, contrôler la prison, ici, ce n'est pas vrai. Ce sont les détenus qui contrôlent la prison, qui s'organisent eux-mêmes. On est seulement des instruments pour surveiller des murs et contrôler les barreaux. Rien de plus. Surveiller les murs et contrôler les barreaux. Les vocations s'essoufflent vite au contact de la réalité. Et la réalité de la Modelo, ce sont 5000 prisonniers pour 2400 places. 5000 hommes dans les 2 bâtiments pouilleux du quartier nord. Dans celui surmonté d'un grillage, le quartier de haute sécurité, et dans les 2 immeubles du quartier sud repeints récemment en bleu. Le quartier nord contrôlé par la guérilla d'extrême gauche, le quartier sud tenu par les milices d'extrême droite, les paramilitaires qui luttent contre la guérilla. Entre les deux, le quartier de haute sécurité et son grillage qui couvre la cour pour la promenade. Il héberge une trentaine de personnages importants. Tous, sauf un, sont des caïds des cartels de la drogue. Il y a là par exemple le bras droit de Pablo Escobar qui s'est rendu après que son patron ait été tué par la police il y a une dizaine d'années. Jairo Velázquez Vázquez, surnommé Popeye, considéré comme l'un des plus grands tueurs de la planète. On m'accuse d'être le chef de la branche terroriste du cartel de Medellín, d'avoir kidnappé l'actuel président de la République lorsqu'il était candidat à la mairie de Bogota, d'avoir assassiné le procureur général de la République. On m'accuse aussi de terrorisme, d'homicide et d'autres délits encore. Pablo Escobar était entouré par 3000 tueurs, dont l'âge allait de 10 à 58 ans. À quel âge avez-vous commencé à tuer? Depuis que j'ai 18 ans. Et pourquoi? C'est normal parce qu'en Colombie, c'est la culture de la violence. Mon plus beau coup, c'est l'enlèvement du président de la République lorsqu'il était candidat à la mairie de Bogota. Une opération bien menée, jolie, propre, pour moi. En plus, le fait de l'avoir séquestré, ça l'a propulsé dans les sondages.
et ça l'a aidé à gagner la mairie. Combien de personnes avez-vous tué? Des policiers, des personnes normales? Non, il n'y a que les psychopathes qui comptent leur tuer, qui gardent des souvenirs. Moi, je pense en avoir tué 150, enfin professionnellement. Au centre de la prison, sous ce quartier de haute sécurité, il y a une frontière entre le sud et le nord, là où la dernière fusillade a eu lieu. Les détenus l'ont baptisé couloir de la mort. Au bout de ce couloir, un carrefour. Tout ce qui rentre ou qui sort de la prison passe par là, sous l'œil des gardiens du poste de contrôle. 90% des prisonniers sont des détenus de droit commun. Ils ne sont ni guérilleros d'extrême gauche, ni miliciens d'extrême droite, et ils se désintéresseraient volontiers de cette guerre si les ennemis du Nord et du Sud leur en laissaient le loisir. À la Modelo, il y a longtemps qu'aucun directeur n'est resté plus de 6 mois en fonction. Le dernier qui a accepté le poste est tout jeune. Le capitaine Gatcharna, 32 ans, a été promu il y a 2 mois. Le plus difficile, c'est de maintenir l'équilibre entre les différents fronts. Il y a la droite, la gauche, les trafiquants de drogue, des terroristes, des assassins, des voleurs en col blanc. C'est cela le plus dur. Vous êtes armé? Non, je ne porte aucune arme. Les seules armes sont mes outils de travail. L'homme que salue le capitaine Gatcharna est le sous-commandant Alvero de la guérilla marxiste. Et c'est à lui que le capitaine confie notre protection, car le sous-commandant est l'homme qui assure la sécurité dans toute l'aile nord de la prison. C'est lui qui nous prend en charge à partir de cette porte. Lui et ses gardes du corps, l'homme au bonnet noir et celui à la casquette rouge et bleue. La porte que nous venons de franchir, c'est l'entrée dans son territoire. À partir de là, ceux qui tiennent les grilles, ce sont ces hommes. 200 guérilleros, détenus, mais armés, qui contrôlent les bâtiments et qui surveillent les autres prisonniers. Au bout de ce couloir, la cellule d'Alvero, car le sous-commandant est prisonnier. Il n'a pas encore été jugé, mais il est accusé de rébellion, terrorisme et enlèvement avec demande de rançon. Nous devons être armés dans la prison. C'est pour cela que mes gardes du corps portent des armes. Les pistolets sont de calibre 9 mm. Les grenades prêtes à servir. Mais vous êtes prêt à vous battre? Oui. Nous devons toujours être prêts à faire la guerre, où que l'on se trouve, dans les prisons ou en dehors. L'État nous prive de notre liberté, c'est notre seul moyen pour survivre. Le sous-commandant Alvero nous conduit au quartier général des forces armées révolutionnaires colombiennes, la guérilla qui affronte l'armée depuis 30 ans. Les FARC contrôlent le tiers du pays et alignent 25 000 hommes. À la Modelo, leur quartier général, c'est El Nord, 4e étage. Même en prison, les guérilleros continuent l'entraînement et chaque matin, c'est salut au drapeau et hymne révolutionnaire. Compañía, a discreción, atención, Au quartier général, on nous présente le commandant Julio, le numéro 5 de la guérilla, le plus important responsable actuellement emprisonné. Il est accusé de rébellion, terrorisme et de l'assassinat de 12 policiers. Nous les FARC, nous avons une structure politico-militaire, c'est-à-dire qu'ici nous sommes organisés exactement comme n'importe quel autre front de la guérilla. La seule différence, ce sont les limites topographiques. C'est-à-dire que nous contrôlons 4 à 5 hectares, la moitié de la prison.
Nous sommes structurés en escadron, en guérilla et en compagnie. Junio 27 del 2001, guardia nocturna para una compañía de la FARC EP. Relevantes, postas, centinela 1, centinela 2 y rotonda. Relevantes, primer turno, tío. Segundo pinzón. Cette compagnie va assurer les tours de garde pendant les 12 heures qui vont suivre. Il y a un poste de garde au bout de chaque couloir. Celui-ci permet de surveiller tout l'arrière de la prison. Les guerrilleros n'exhibent pas toutes leurs armes, mais ils nous montrent que partout ils ont prévu des protections pour poster des tireurs. Ça sert à protéger un tireur. En quoi c'est fait? Un tronc d'arbre. Vous vous en êtes déjà servi? Oui, bien sûr. L'homme au pistolet mitrailleur est le garde du corps du commandant Julio. Dès que celui-ci quitte sa cellule, il est à ses basques avec tout son équipement. Il faut savoir que ce jour-là, il fait plus de 20 degrés dans la prison et que le port d'un blouson ou de tout autre vêtement ample est en fait comme un port d'armes. Sur le territoire contrôlé par les hommes du sous-commandant Alvero, il y a plusieurs patios, des cours, qui sont les domaines de quelques petits commerçants, tous détenus. Tous ces commerces, c'est pour la survie des détenus. C'est grâce à cela que nous faisons vivre nos familles, que l'on gagne notre vie à l'intérieur de la prison. C'est avec l'accord de l'administration. Il y a plusieurs restaurants avec leurs spécialités. On y trouve même des fruits de mer. J'ai des cocktails de crevettes. Des huîtres. Oui, des huîtres. Il y a quelques jeux, mais le business qui attire le plus de clients, c'est le téléphone. Les téléphones sont interdits et comme tout le monde n'a pas les moyens de faire entrer un portable, quelques débrouillards ont réussi à avoir des lignes qu'ils louent. Prix de la communication, 4 francs la minute. Ici, c'est normal. Les téléphones portables comme les armes. C'est très facile de rentrer une arme. Ce restaurant est gratuit. Gratuit pour les hommes de la guérilla. Pas seulement pour les cadres, tous les guérilleros y ont droit. Même si, lorsque les patrons mangent, les gardes du corps jeûnent. C'est l'organisation qui paye tout. La nourriture, c'est nous qui l'achetons. Tout ce que l'on consomme, c'est nous. L'État ne nous donne aucun moyen pour survivre. Il n'assure pas notre sécurité. Ceux des détenus qui ne peuvent pas s'offrir un restaurant mangent ce qu'ils trouvent, ce qu'on leur laisse. Ça, c'est une image de l'archange Saint-Michel. Vous n'avez rien d'autre pour manger? Non, monsieur. L'administration pénitentiaire prend en charge un repas par jour, à 11 heures. Pour y aller, il faut avoir faim, très faim. N'y viennent que les plus indigents. Des indigents, il y en a des centaines parmi les prisonniers de droit commun, mais il y a des degrés dans la pauvreté des pauvres. Celui qui vient de nous ouvrir cette porte est un guérillero. Il l'a fait à la demande de 2 de ses chefs qui veulent nous faire découvrir. 2 intellectuels. L'un est ingénieur des ponts et chaussées, l'autre dentiste. Tous 2 sont incarcérés pour rébellion et enlèvement avec demande de rançon. Les plus pauvres, le bas de l'échelle, sont dans la cour. Ils ne peuvent rien payer. Ils ne bougent pas d'ici. On voit bien la surpopulation de la prison. Les gens que vous voyez par terre le jour, c'est qu'ils y passent aussi la nuit. Ils n'ont pas d'autre endroit pour dormir. Un peu moins pauvres, ceux qui peuvent se payer un toit. Des bidonvilles se sont créés un peu partout. En général, une cabane abrite 5 ou 6 prisonniers.
Ce sont des taudis, ce sont les prisonniers eux-mêmes qui les ont construits, parce qu'il n'y a pas de cellules. Pourquoi n'avez-vous pas de cellules? Parce qu'on est pauvre, on n'a pas d'argent. Et l'administration? Rien. Un monde d'une violence extrême. Pourtant, ils ont dû acheter leur place en arrivant et ils payent un loyer. À peu près 200 francs pour l'achat de la place qu'ils revendront à leur départ, plus 20 francs de loyer par mois. Il y a un loyer à payer. N'importe qui ne s'installe pas ici comme ça. Il faut payer le caïd. On pourrait le rencontrer? Non, il veut pas. Ici, c'est la loi du silence. Personne ne sait rien, n'a rien vu et n'a rien entendu. Aveugle, sourd et muet. On ne s'occupe de rien, que de ses affaires. Les 4 qui se trouvent dans cette cabane ont été arrêtés ensemble, ils étaient tous armés. La police leur attribue plusieurs assassinats. Pour l'instant, elle n'aurait pas de preuves. Moi, je ne laisserai pas ma famille mourir de faim. Si on me dit d'aller tuer pour 1 million de pesos, je le ferai. Ma famille ne mourra pas de faim. Oui, je l'ai déjà fait, mais pas pour de l'argent. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Assassiné. Ici, c'est une coutume. Tu me regardes mal. Si je suis armé, je me sers de mon arme. Nous sommes passés chez des plus riches qui peuvent faire réparer leurs chaussures. La colle, le cuir, les talons, tout pour réparer les chaussures. Lorsque l'on est moyennement riche, c'est-à-dire que l'on peut payer 800 francs pour une place et ensuite un petit loyer, on peut s'offrir un tunnel. Un conduit qui mène nulle part. Il y en a à chaque étage, ils font 100 mètres de long et à peine 1 de large. Pour 800 francs donc, on peut y acheter une sorte de couchette de sous-marin pour toute la durée du séjour. On peut même se mettre à 2 pour le faire. Ensuite, il y a un petit loyer à payer, un peu comme des charges. Combien de gens vivent ici? Je ne sais pas, il faut demander aux responsables. Plus on s'enfonce dans ce tunnel, plus il fait chaud et moins il y a d'air. Ici, on paye un loyer. Combien est-ce? 2 € par semaine. Ici, c'est l'endroit le plus large du tunnel. Il n'y a plus d'air. La seule sortie, c'est par où on est venu. Il fait plus chaud ici qu'à l'entrée et l'air ne circule plus. C'est très dur ici. J'ai demandé qu'on me transfère dans une autre prison, plus proche de ma famille. Il y a un espace un peu particulier dans la zone contrôlée par la guérilla. Le sous-commandant Alvero a décidé de nous le montrer. Donnant sur cette cour, il y a 2 ateliers où quelques prisonniers travaillent, ce qui leur permet de gagner un peu d'argent. Ce qui est surprenant, c'est que certains de ceux qui travaillent ici viennent de la zone sud, celle tenue par les ennemis de la guérilla, les paramilitaires d'extrême droite. Il y a des détenus du Sud qui viennent travailler dans les quartiers nord. Oui, ce sont des détenus de droit commun. Ils peuvent venir, mais pas les paramilitaires. Eux n'ont pas le droit. Il y a des espions. Oui. Il y a des infiltrations, comme dans toutes les guerres, comme dans toutes les armées. Eux, ils ont des infiltrés chez nous, et nous, nous en avons chez eux. C'est une affaire de renseignement. Le dimanche, c'est le jour des visites.
Cuando el juez me sentenció, nunca se me va a olvidar lo que mi madre lloraba por mirarme en el penal. Noches llenas de lamentos, de arrepentimiento. La mini-jupe est obligatoire. Mini-jupe et sandales pour faciliter la fouille. Le dimanche, la population double. Tout le monde s'y est préparé. Qu'est-ce que vous réparez? J'arrange ma couchette parce qu'elle est trop haute. Il faut que je la baisse. Dimanche, c'est la visite. Ah oui? Et oui, il faut bien la recevoir. Qui vient vous voir? Mon épouse. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue? 3 mois. Alors pour le devoir conjugal, il faut de l'espace. Vous n'avez pas l'espace nécessaire? Et votre camarade ne vous prête pas sa couchette? Oui, il me l'a déjà prêté. Mais ma femme n'aime pas dormir dans le lit des autres. Le 23 juin, en pleine nuit, 109 guérilleros tentent de s'évader de la Picota. La Picota est la deuxième prison de Bogota située aux limites de la ville. Une explosion a provoqué ce trou dans le mur. C'est par là que les prisonniers s'évadent. Sur les 109 fuyards, 5 sont abattus par les gardiens des Miradors. Le lendemain matin, à la Modelo, on a décidé de célébrer la mémoire des 5 camarades morts. La porte du quartier nord s'ouvre pour laisser entrer le père Antonio. Il a été convoqué par le commandant Rulio. Il est accompagné de quelques dames patronesses du secours catholique. Le père Antonio est l'aumônier de la prison depuis 2 ans. Les aumôniers durent plus longtemps que les directeurs. Depuis 2 ans, un petit jeu s'est installé entre le révolutionnaire athée et le curé. Bonjour, le grand chef est là? Oui, mon père. En fait, la plupart de nos combattants, 80-90%, sont non seulement catholiques, mais aussi de familles catholiques et pratiquants. Mais petit à petit, j'évangélise Rulio. Il m'a même demandé de le marier. Et j'ai déjà baptisé ses 2 fils. Le curé vous donne une conscience religieuse? Non, jamais. Ma vision du monde et de la société est déjà faite. J'ai une conception matérialiste de l'histoire. Je suis un ancien communiste. Tous les guérilleros ne viennent pas à la messe ce jour-là. Les chefs se méfient. Un moment comme celui-ci est idéal pour que ceux du Sud lancent une attaque. Les sentinelles sont toutes à leur poste. Ici, la vie n'a plus de sens ni de valeur. La mission que m'a confiée l'Église, c'est d'essayer de sauver la vie, de lui redonner un sens. Alléluia, 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 alléluia. Il n'y a rien à dire devant toute cette violence et cette guerre que nous vivons, nous, les Colombiens.
La seule chose qui peut nous unir, c'est de défendre la vie et la dignité des Colombiens. Vous aussi, la guérilla, vous vous battez pour le droit à la vie, pour proclamer la liberté. Il faut quand même montrer que l'Église n'aura jamais le dernier mot. Pour cela, le commandant Rulio sait faire. Camarades, il faut chercher la liberté à n'importe quel prix. Mais pour cela, camarades, il faut continuer à nous unir. Nous allons faire un viva éternel pour nos camarades qui sont tombés. Quand je dirai « camarade Guillot présent », vous répondrez « toujours présent pour la lutte, toujours ». Pour la liberté, pour soutenir notre organisation, pour barrer le chemin à l'extrême droite. Il faut combattre ceux qui diffament l'organisation et collaborent avec l'ennemi. Ceux qui veulent que l'on pourrisse dans ces latrines de misère. Merci, camarades. Son revolver ne quitte jamais le commandant. C'est peut-être avec lui qu'il a tiré sur les policiers dont on lui attribue la mort, mais en prison, son outil de travail, c'est avant tout son ordinateur. Ma place, c'est hors des prisons. Bien sûr que c'est dehors, mais puisque nous sommes aux mains de l'ennemi, il faut continuer à préparer l'avenir. Quand nous serons au pouvoir, nous trouverons les solutions aux problèmes de ce pays. C'est notre conviction fondamentale. De son 4e étage du bâtiment le mieux protégé de la prison, le commandant Rulio continue à rêver du jour où il prendra le pouvoir. Pendant que son chef pense la révolution, le sous-commandant chargé de la sécurité s'intéresse à des valeurs plus temporelles. L'un des commerçants de la prison lui propose une montre de marque. C'est une vraie, hein. Un modèle original. Mais elle est trop chère. Non, 1 million avec la bague. 750 000 pour la montre toute seule. Je te donne 700 000 pour la montre. Non, là, on fait affaire pour les deux. C'est pas cher, sinon je vais faire une tombola à 10 balles le ticket. Non, 700 000. Non, non, allez, à plus tard. Non, je te les donne tout de suite. 750. Non, 7 maintenant. Allez, d'accord, je suis à sec en ce moment. Chacun de ces billets, c'est comme 500 francs chez nous. Ils sont neufs, tout juste sortis de la banque. Et à l'évidence, le responsable de la sécurité de la guérilla dispose de quoi s'offrir quelques fantaisies. C'est le sous-commandant Alvero qui nous accompagne aux portes du territoire de la guérilla. Bon, je vous raccompagne jusqu'ici. Au-delà de cette limite, je n'assure plus votre sécurité. Il faut voir avec les gardiens ou avec les détenus. Notre contrôle de la prison s'arrête à cette porte. Pour le moment. Après la porte blindée, la zone neutre, avec le poste de contrôle des gardiens réfugiés derrière leurs vitres, elles aussi blindées. Et une dizaine de mètres plus loin, une autre porte blindée, celle qui donne accès au quartier sud, ceux contrôlés par les milices d'extrême droite. Désormais, nous sommes sous leur protection. À leur tête, Carlos. Il n'a pas de grade, mais un surnom, Caracas. En avril 2000, les milices d'autodéfense unies qui avaient des hommes dans la prison et qui ne supportaient plus la toute-puissance des guérilleros sont passés à l'attaque. Ces images ont été tournées à l'extérieur, côté police.
l'intérieur, 12 heures de combat entre miliciens et guerrilleros, 40 morts à la fin de la fusillade, est devenu maître de tout le sud de la prison celui qui venait de diriger l'opération. Caracas. Un mois auparavant, un juge l'avait fait incarcérer pour activité terroriste. C'est lui qui depuis assure la sécurité des bâtiments du Sud. Un groupe d'à peu près 200 hommes contrôle toute cette partie du pénitencier et y fait régner l'ordre. C'est nous qui assurons notre propre sécurité. Comment faites-vous? On a un service de sécurité jour et nuit, 24 heures sur 24. Dans ce patio, vous avez des hommes? Oui, bien sûr. Ils sont armés? Non, pas du tout. Jamais. Caracas ment devant la caméra. Tout le monde le sait ici. Les blousons, les vestes et plus encore les manteaux servent à camoufler les armes. Comme du côté guérilla, des hommes à chaque grille. Ils contrôlent les accès. Il y a quand même des gardiens. Ils ne sont que 2 pour ce bloc et ses 1600 occupants et ils passent l'essentiel de leur temps dans ce bureau. Il n'y a que 2 gardiens. Mais c'est complètement fou. Oui, c'est injuste. Et en plus, quand il y a un assassinat, c'est eux qui portent la responsabilité. C'est injuste. Ils sont 2 pour 1600 prisonniers. Ils ne contrôlent rien. Que peuvent-ils faire? Rien. Absolument rien. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Caracas a accepté de nous montrer sa cellule. À son étage, elles ont toutes été refaites et chacun des prisonniers possède sa clé. Vous vivez là? Oui, ici. Depuis combien de temps? Un peu plus d'1 an. Vous êtes très occupé. Oui, énormément. J'ai beaucoup d'activités. Vous êtes très sollicité? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup de travail, plein de problèmes à résoudre. Quand on a tout ça, il faut être à la hauteur, trouver des solutions à toutes sortes de problèmes qui peuvent se présenter. Et effectivement, l'homme qui semble régler tous les problèmes ici, c'est Caracas. Il a les moyens. Par exemple, celui d'envoyer un prisonnier en prison. Derrière ces barreaux, le tunnel, c'est son nom. Il est gardé par un homme de Caracas, celui qui porte une visière. Ça, c'est notre mitard. Nous y enfermons les gens pour les délits commis dans les cours. Les insultes, les vols, les dettes. S'il vous plaît, il faudrait arranger mon problème. Il faut me laisser sortir. Dimanche, c'est la visite. Cela fait 15 jours que je ne suis pas sorti. Il faut que je me lave pour la visite. Laissez-moi sortir. Ok, je vais arranger ça. Lorsque nous y sommes entrés, il y avait une 50aine de prisonniers emprisonnés dans le tunnel. Une 50aine condamnés par Caracas. Il y a des gens qui dorment là-haut? Oui, partout. Dans les hamacs, par terre, en haut. Sergio! 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 Et c'est quoi là-dedans? C'est la nourriture. C'est bon? Non, c'est mauvais. Non? Elle est comment la nourriture? Elle est mauvaise. C'est quoi le pire ici? Les morpions. Dans les cours de l'extrême droite, il y a comme dans celles de l'extrême gauche des indigents qui dorment là où ils peuvent. Pourtant, tout n'est pas comme du côté des guerrilleros. Ici, on a fait des travaux, car Caracas a un programme social et l'argent pour le mettre en œuvre. C'est les dortoirs des pauvres. C'était comment avant? C'est un toit, rien d'autre, une planche. Et qui l'a financé? C'est nous, c'est notre organisation. Ici, tout le progrès, c'est grâce à ces messieurs. Nous, on vient de la rue, où l'on était déjà maltraités. Et ici, l'administration nous a complètement oubliés.
Au programme des œuvres sociales de Caracas, il y a également les loisirs. Il y a un tournoi de foot pour les détenus. C'est nous qui l'avons organisé. On découvre en le suivant que c'est Caracas qui a financé toute la rénovation de l'aile nord, même les cabines de téléphone normalement interdites. C'est nous qui avons contacté l'entreprise. C'est nous qui avons fait les contrats. Ça, c'est un magasin d'électroménager, le seul que nous ayons. Mais à qui il appartient? À nous. Il ne nous dira pas qui sont ces « nous ». Il ne nous dira pas non plus ce que lui rapportent toutes les activités qu'il contrôle dans la zone. Il y a tout ici. C'est comme une petite ville. On trouve de tout dans une ville. Dans la prison, c'est pareil. Il ne manque que la banque? Oui, c'est tout. Mais ce n'est pas avec ses seules rentrées d'argent interne que Caracas peut financer tous ses projets. Ici, on va mettre du carrelage. Vous modernisez toute la prison? Oui, ce qu'on veut, c'est une belle présentation. Et le bien-être pour tous. Comment faisiez-vous avant? On a construit des toilettes parce qu'il n'y en avait pas. Avant, pour nos besoins, il fallait faire dans des sacs en plastique et uriner dans des bouteilles. Ici, on respecte Caracas. À leur début, les milices d'autodéfense unies avaient été financées par les gros propriétaires, mais aujourd'hui elles contrôlent de grands territoires, comme la guérilla. Avec des zones de production de cocaïne, les milices n'ont plus de problème d'argent. Les couloirs refaits à neuf, c'est Caracas. Les antennes pour recevoir tous les satellites de télévision, c'est lui. Les cellules luxueuses, même si elles ne sont pas accessibles à tous, c'est lui encore. Nous voulons que les visiteurs, que les familles qui viennent, repartent avec une idée du changement que nous avons apporté dans cette prison. De ce changement total dans tous les domaines. Parmi ceux qui ont pu bénéficier de ces nouvelles conditions de vie, il y a cet homme condamné pour escroquerie il y a 4 ans et qui achève sa peine. Il a eu le temps d'apprendre les règles de la Modelo. Il faut éviter d'avoir des rapports avec le caïd, ne pas lui parler. Il faut accepter toutes les dispositions qu'il propose et payer les impôts symboliques, comme par exemple acheter des billets d'une tombola qu'il organise, donner de l'argent pour réparer une porte, pour des décorations florales. C'est vrai qu'ils nous prennent de l'argent, mais on voit les changements. Le pire, c'est la corruption de l'administration, celle des gardiens. Ce sont les gardiens qui font entrer la drogue, les armes. Ils s'enrichissent sur les tueries entre détenus. La guardia se enriquecía con el dinero de la entrada de esos desarmamentos. La guardia es también les gardiens sont complices des assassinats. De los asesinatos de las personas acá. Normalement, entre midi et 2 heures, toutes les portes sont fermées. On ne peut pas aller à l'église ni à l'infirmerie. Ni a sanidad, ni a capilla, ni a ningún lado. Mais quand un assassinat va avoir lieu, bizarrement, comme par magie, les portes restent ouvertes et les gardiens disparaissent. Ils réapparaissent après lorsque l'assassinat a eu lieu. Il y a 150 gardiens pour plus de 5000 détenus. Ils ont 23 ans en moyenne. Le directeur qui a précédé le capitaine Gatcharna a été licencié il y a 2 mois, accusé d'avoir touché $1 million pour favoriser l'évasion d'un trafiquant de drogue. Águilas y osos, 2. No. 3. No. 4. A sus puestos.
On lutte contre la corruption tous les jours. Le personnel doit être conscient de notre engagement. On voit la corruption, on essaye de l'éradiquer, mais le problème c'est qu'elle vient de beaucoup plus haut. Et c'est nous les cadres qui portons le chapeau. Dans le quartier sud, celui contrôlé par Caracas et ses miliciens d'extrême droite, il y a une cour réservée. N'y ont accès que ceux qui peuvent payer, ceux qui ont les cellules luxueuses. Autour de cette place, il y a 35 artisans et commerçants. On y trouve un peu de tout, comme dans d'autres endroits de la Modelo, mais ici, il y a en plus la qualité. Des jus de fraises, de mûres, de bananes, de pommes et d'ananas. Les commerçants sont des prisonniers de droit commun qui font du business. La plupart sont colombiens. Quelques exceptions. Le pâtissier vient d'Europe. Il a été arrêté pour escroquerie et a acheté cette boulangerie à un homme qui était libéré. Comment il s'appelle? Parisien. Et pourquoi? Je sais pas. On l'a acheté comme ça. Le voisin du boulanger, c'est le meilleur restaurateur de la Modelo. Spécialité italienne. Il faut dire que Giancarlo, le patron, est italien, qu'il a bien roulé sa bosse, ce qui lui a permis de connaître quelques autres prisons. Il dit avoir séjourné autrefois dans celle de Nice et s'être fait arrêter ici en Colombie pour faux papiers. On fait des lasagnes, des pâtes, des escalopes. On fait tout, tous les plats. Il y a des plats que l'on fait que les gens ne connaissent même pas. De temps en temps, on nous demande une entrecôte maître d'hôtel, un filet mignon. Le plat du jour est à 40 francs chez Giancarlo, ce qui est cher ici, mais il faut quand même réserver sa table. On a de l'ail, du thym, du laurier, de la menthe. S'il nous manque quelque chose, on le commande à l'extérieur et il nous livre. Giancarlo, le patron, annonce un chiffre d'affaires de 15 000 francs par semaine, mais personne n'a vérifié. Il n'y a pas de contrôleur du fisc ici. Pourtant, on paye des impôts. Et celui qui les perçoit, c'est Caracas. Vous avez les clés des couloirs? Oui. J'ai toutes les clés, celles du couloir, de la porte de ma cellule, je les ai toutes. Giancarlo vit à l'étage des cellules luxueuses. Il dit que c'est lui qui a fait la décoration de la sienne, tout du moins qu'il l'a financée. Il la partage avec un autre détenu. Cette séparation, c'est moi qui l'ai faite pour avoir mon espace sans gêner mon voisin de cellule. Pour tenir dedans, on est obligé de fermer la porte. Et j'ai aussi la raille. Ici, tu ne penses pas, tu travailles tout le temps. On ne pense pas à la détention. On est fatigué par le travail. Je me débrouille tout seul. J'ai pas besoin qu'on m'envoie de l'argent ou quoi que ce soit de l'extérieur. Je gagne assez pour vivre et parfois, c'est même moi qui envoie des mandats à mon fils. Alors, psychologiquement, on n'a pas l'impression d'être en prison. Sincèrement, je préfère être en prison ici qu'en France. Là-bas, t'es coincé dans ta cellule 21 heures, tu sors 2 heures par jour, tu peux rien faire. La seule chose qu'ils font, c'est déprimer. Ici, c'est un paradis pour les détenus, mais pas pour les gens libres. Et comme tous les paradis, celui-ci a ses dieux. Les tout-puissants vivent au bout de ce couloir, dans le quartier de haute sécurité. L'un de ces 30 occupants n'est pas ici pour des affaires de drogue, un seul. C'est l'un des chefs,
des milices d'extrême droite. Juan de Jesus Pimiento, docteur en philosophie, le patron de Caracas, il ne s'en cache pas. Par contre, il ne reconnaîtra jamais ouvertement que c'est sur son ordre que bien des exécutions sont organisées à la Modelo. La mort est toujours présente, dans les couloirs, dans les rotondes, dans les cours, comme si elle voulait nous rappeler que l'on a tous une fin. L'investissement de l'organisation dépasse le million d'euros. Notre idéologie, celle des milices unies de Colombie, la discipline, l'ordre et le travail. Pour nous, le travail est le fondement du fonctionnement de la société. Les milices sont une organisation qui soutient l'État et les institutions et qui est d'accord avec le système économique en vigueur. Face à nous, il y a la gauche, qui combat l'État et l'establishment, une idéologie qui est basée sur la pauvreté et la misère. D'un côté, il y a le travail, le bien-être et l'ordre. De l'autre côté, il y a la misère, la pauvreté et la faim. 2 semaines après cette interview, une fusillade a éclaté un matin au réveil. Elle a duré 12 heures. Lorsque les policiers et les militaires ont fini par investir la prison, ils ont découvert 25 tués. À Bogota, beaucoup disent que Juan de Jesus Pimiento avait fait étalage de sa puissance. D'autres disent au contraire que ce sont les guérilleros qui ont déclenché l'attaque pour tuer Popeye et que les hommes de Caracas ont protégé le caïd de la drogue. Campanadas del reloj de mi triste y cruel prisión, como arrancando suspiros de mi pobre corazón. Cuando el juez me sentenció, nunca se me va a olvidar lo que mi madre lloraba por mirarme en el penal.